Bonjour et bienvenue sur Boop Boop. Le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, À écouter lors des tétés, ou pas. le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, C'est l'heure de la tétée. Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de seins, de taille de poitrine, de Nabila contre toute attente, de piercing au téton, mais aussi et surtout de physiologie de l'allaitement, avec la notion d'offre et de demande. Plus ton bébé tète, plus tu produis du lait maternel. C'est or blanc, vivant, regorgeant de nutriments. Si on vous dit que son prix est fixé à 80 € le litre, mais que sa valeur est inestimable, que malgré plus de 200 composants identifiés à ce jour, il n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. Il est parfois blanc, jaune, vert et même rose, et pas que chez les Barbies. On le dit vivant, parfaitement adapté aux besoins du petit enfant, véritable médicament, toujours imité, jamais égalé. On vous parle bien sûr du lait maternel. Mais comment est-il produit ? Comment sa composition évolue-t-elle dans le temps, du colostrum au lait mature, mais également en cours de tétée ? Qu'est-ce que je peux manger, pas manger si j'allaite ? Est-ce que je dois me supplémenter mon bébé ? Et tant d'autres questions nous brûlent les lèvres. Pour répondre à ces questions parmi d'autres, nous recevons celle qui, sur les 200 composants du lait, en connaît au moins 196 par cœur. Stéphanie Foglietta-Dreyfus, alias Fit Good Nutrition sur Instagram, diététicienne spécialisée en pédiatrie et en périnatalité. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cassandre, bonjour Hélène. Tout d'abord, merci de répondre présente dans notre nouvelle aventure. Je sais pas dans quoi tu t'embarques, mais nous non plus, on ne sait pas trop. Présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton métier, de ton histoire d'allaitement. Eh bien, merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Stéphanie, je suis diététicienne nutritionniste, notamment. Je suis spécialisée en santé féminine, en grossesse, en allaitement, en nutrition infantile et en pédiatrie. Et j'exerce en libéral en tant que diététicienne nutritionniste. Voilà, en quelques mots. Je suis la maman d'un petit garçon qui a 5 ans. Et vous voulez vraiment tout savoir de mon histoire d'allaitement ou... Si tu as envie. Comment t'en es arrivée ? Enfin, moi, je connais l'histoire du coup parce qu'on se connaît depuis très longtemps, mais comment t'en es arrivée à t'orienter vers ce métier, ce qui n'était pas le cas avant d'avoir un enfant, je crois. Ouais, ben si, en Ah, fait. Si. Alors, si vous voulez vraiment l'histoire depuis le départ, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais alors, si on veut partir dans les anecdotes, je devais avoir à peu près 18-19 ans. Et il se trouve qu'un soir, nous rentrions dans la voiture de fonction de mon père avec 3 de ses collègues. Il y avait donc mon père qui conduisait, ma mère et puis ses 2 collègues, pardon. Et puis, il me demandait dans quoi je voulais travailler. J'avais commencé mes études supérieures. Et puis, ne me demandez pas d'où ça sort. Je leur disais, je voulais travailler dans l'industrie de la nutrition infantile et puis bosser notamment dans les préparations pour nourrissons. Je ne sais pas d'où ça vient. Et de fil en aiguille, donc j'ai un master en marketing. Suite à ça, diplôme de diététicienne pour vraiment savoir de quoi je parlais dans l'industrie. Et je suis arrivée dans l'industrie de la nutrition infantile avant d'être maman. Et puis, c'est notamment quand je travaillais dans cette industrie que j'ai commencé encore plus à me spécialiser dans l'allaitement maternel. Aussi peut-être paradoxal que ça peut paraître, mais moi, je trouve que c'est pas du tout paradoxal de bien connaître l'allaitement quand on parle notamment nutrition infantile et préparation pour nourrissons. Voilà. Et puis, par la suite, je suis devenue maman et il se trouve que j'ai allaité assez longtemps mon enfant, voire même on pourrait utiliser le présent. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça le sera peut-être plus tard. Peut-être, on verra. Peut-être qu'on en reparlera. On revient à nos moutons. Alors aujourd'hui, on t'a fait venir pour parler de composition de lait maternel. Alors, question très simple, c'est quoi le lait maternel, Stéphanie, et de quoi est-il composé ? Alors, le lait maternel, c'est un fluide corporel, selon sa définition, donc un liquide qu'on produit en tant que mammifère, qui est destiné à l'alimentation exclusive à la demande du petit être humain et exclusive jusqu'à au moins ces 4 à 6 mois. Et puis finalement, aussi longtemps que la mère et l'enfant le souhaitent.
C'est l'aliment de référence pour l'alimentation du petit humain, c'est la norme physiologique. Donc c'est un aliment boisson, boisson parce que finalement il est quand même constitué à 88 d'eau, c'est un aliment qui est vivant et qui est totalement spécifique de notre espèce, l'être humain. C'est-à-dire que comme les laits d'autres mammifères, il y a de l'eau, des protéines, des lipides et autres, mais les structures, les proportions de ces composants nous sont spécifiques. Si on regarde un petit peu en détail, donc on a une grande majorité d'eau, on a un tout petit peu de protéines. On est l'espèce dont le lait contient le moins de protéines. C'est ce qui en fait une de ses caractéristiques. Environ 1 gramme de protéines pour 100 millilitres, avec, si on rentre dans les détails, une certaine proportion entre le lactosérum et la caséine. On a, à l'inverse, beaucoup de lactose. Donc le lactose, ce glucide du lait, là aussi, on est l'espèce dont le lait contient le plus de lactose. Et alors, ce lactose, quand même, on va en parler 2 minutes, c'est génial, hein. On va arrêter avec les intolérances au lactose, de dire que le lactose, c'est trop nul. Non, le lactose, en tout cas chez le bébé, c'est absolument fantastique. Il a plein de pouvoirs. Il favorise l'absorption de certains minéraux, il favorise la réhydratation, il soutient le microbiote intestinal, il participe à la production des constituants des membranes des cellules nerveuses. Bref, c'est cool, le lactose. Toujours du côté des glucides, notre lait maternel, il contient des oligosaccharides du lait humain ou HMO en anglais pour ceux qui ont entendu ça. Alors là, c'est des petits glucides qui jouent le rôle de prébiotiques. Les prébiotiques, c'est globalement ce qui nourrit le microbiote intestinal et c'est aussi des petits glucides qui jouent un peu le rôle de leurre pour les microbiotes pathogènes, pour les micro-organismes pathogènes, pardon. Et donc, ils ont des propriétés un petit peu de diminuer le risque de maladies, notamment gastro-intestinales ou autres, chez les enfants. Ils ont aussi un rôle dans la prévention des maladies inflammatoires, des allergies. Trop cool aussi, les oligosaccharides. Et puis, toujours dans les grands constituants, on a des matières grasses, des lipides, qui sont super digestes, là encore, pour notre espèce. On a plein d'acides gras saturés dedans, on a plein de cholestérol. Donc voilà, dans les grandes lignes. Et puis, on a des vitamines, on a des minéraux, on a des oligo-éléments, on a des substances de l'immunité, des enzymes, des hormones, des facteurs de croissance. Et on a un microbiote, donc des micro-organismes vivants, de plein de types, des bifidobactéries, des lactobacilles, etc., etc., etc. Si on veut aller plus loin, le lait maternel, ça contient aussi des contaminants. C'est un fait, c'est pas un drame, mais c'est un fait. Ça peut contenir de la nicotine si la maman fume, puis ça contient des contaminants de type dioxine, arsenic, mais tout va bien, hein. Ce sera toujours cool, le lait maternel, et puis on en retrouve de toute façon dans tous les aliments. Et puis ça peut contenir aussi, enfin ça contient aussi des notes aromatiques. Quand la maman mange ce qu'elle mange, ces aliments viennent parfumer, teindre le lait de certaines notes. Voilà, notamment, en très résumé, tout ce que contient le lait maternel. D'accord. Donc tu as bien dit qu'il était composé à 88% d'eau, pardon. C'est pour ça que pendant les fortes chaleurs, on conseille pas trop de donner de l'eau aux tout petits bébés allaités parce que le lait en contient suffisamment. Exactement. Mm. Ouais, il se suffit à lui-même, absolument. Pour un bébé qui est allaité à la demande, eh bien le bébé tétera tout simplement, probablement un peu plus souvent, et ça répond parfaitement aux besoins. À part cas exceptionnel, il n'y a pas du tout besoin de donner de l'eau à un bébé qui est allaité exclusivement. Et moi, j'ai une petite question. Tu as parlé des contaminants. Moi, ça me parle parce que quand j'étais enceinte de mon premier enfant, il y avait un cousin de mon mari qui, je dis je veux allaiter, et qui m'avait dit ah ouais, mais maintenant, avec tout ce qu'on mange, machin, il paraît que le lait maternel, c'est moins bien que les laits faits industriellement. Donc bon, je pense qu'on est sur du bullshit, mais est-ce que tu peux me confirmer Oui. tout ça? Donc voilà, malgré le Et fait oui. que je pourrais manger des perturbateurs endocriniens, que ça ne changerait pas la qualité de mon Ah lait. alors, le lait en contiendrait, mais dans tous les cas, le bénéfice de l'allaitement sera toujours supérieur au risque. Il n'y a pas photo, hein. Non, non. Donc, on peut vraiment pas dire que malgré les contaminants auxquels on est exposé, mais il suffit de respirer pour qu'on soit exposé à des contaminants, hein. De toute façon, on peut en aucun cas dire que pour cette raison ou pour une autre, il faudrait préférer une préparation pour nourrisson.
Bien, c'est très clair comme ça. Alors, deuxième question. Alors, je ne sais pas si la question était très claire, mais on va la préciser. C'est comment est produit ce lait? D'où il vient? On sait que Léonard de Vinci pensait qu'il venait de l'utérus. Aujourd'hui, on en sait un peu plus. Alors, les nutriments qui sont dans ce lait, d'où viennent-ils, Stéphanie? Ouais, c'est ça. Donc le lait, il est produit par la glande mammaire. Et puis, il est produit à partir de composants qu'on trouve dans le sang et aussi par la glande mammaire elle-même. Dans le sang, par des phénomènes de filtration notamment, on va venir chercher l'eau, les vitamines, les minéraux, les hormones, facteurs immunologiques. Et puis la glande mammaire elle-même, elle produit directement les protéines, le lactose notamment, et puis les lipides qui ont notamment une forme très particulière dans le lait maternel. D'accord. Et donc, on est d'accord que pour que quelque chose passe dans le lait, il doit d'abord passer dans le sang. On est Ça, je sais qu'on te d'accord. pose souvent la question et on nous la pose aussi, nous, en tant que pro de santé, de Ouais. j'ai mangé des brocolis, mon enfant a des coliques. Ça n'a rien à J'ai bu de l'eau voir. de gazeuse, mon enfant a C'est des ça, coliques. exactement. C'est pas parce qu'on a Impossible. de l'air dans les intestins qu'on va avoir de l'air dans notre sang et il y aura encore moins de l'air dans le lait qu'on produit. Pas D'accord. du tout. C'est bon à savoir. Mm. Ouais, ouais. Mais en revanche, les protéines de lait de vache passent dans le sang et donc dans le lait. Mais on y reviendra dans un épisode spécifique avec les allergies aux protéines de lait de vache, tout ça. Alors ouais, toutes les protéines, enfin, Mm. c'est pas les protéines directement d'ailleurs, hein, c'est des métabolites de protéines, mais en effet, les protéines des aliments passent dans le sang et donc dans notre lait aussi. Très bien. Et alors, ce lait, comment s'adapte-t-il au bébé au fil des tétées dans la journée, des jours, des semaines, des mois? Ouais, donc le lait maternel, il évolue en permanence en fonction de l'âge de l'enfant et puis de la façon dont il tète, de la fréquence aussi à laquelle il tète. On a globalement, on définit un peu trois types de lait, trois étapes par lesquelles passe le lait maternel. Le colostrum, qui est le lait des tout premiers jours, qu'on peut même peut-être observer même avant l'accouchement, ou même exprimer dans certains cas avant l'accouchement. Donc là, c'est un lait tout particulier qui a vraiment pour but, alors non pas d'apporter énormément en termes d'énergie, mais vraiment de soutenir beaucoup au niveau immunitaire dans les premiers jours de vie du bébé. Donc il a une valeur énergétique qui est assez réduite, pas beaucoup de lipides, pas beaucoup de lactose, mais pas mal de protéines, pas mal de HMO, de cholestérol et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cellules de l'immunité. C'est un peu ce qui le caractérise. Et puis progressivement, plus notre lait il va évoluer au fil du temps, moins il aura de protéines, plus il aura de lipides et de lactose. Donc après le colostrum, on parle d'un lait de transition, environ sur les 2-3 semaines qui suivent. Et ensuite, environ à partir de la 4e semaine de vie, on est sur un lait mature, mais qui lui-même continuera aussi à évoluer tout au long de l'allaitement. Et donc voilà, ce lait, il s'adapte aux besoins progressifs de l'enfant en fonction, de sa croissance, en fonction de ses besoins de maturation, du système immunitaire, développement du système nerveux, et cetera. Et puis après 1 an, ce qu'on observe, bah, c'est que le lait, il est de moins en moins riche en glucides et puis de plus en plus riche en protéines et en lipides. Donc même quand on continue à allaiter après 1 an, le lait, il se modifie toujours et il s'adapte toujours aux besoins de l'enfant. Il y a un truc très important, ce que tu as dit sur le colostrum, j'y reviens. Mmh. C'est un lait donc, qui n'est, tu l'as dit, pas du tout calorique. Enfin, pas du tout, j'exagère, mais peu Pas trop. calorique. Et ça, c'est important de le dire aux mamans en fait, qui accouchent parce on a un stress, on nous met une pression sur la perte de poids à la naissance. Elle est normale, elle est prévue par la nature. Le premier lait n'est pas du tout calorique parce que votre enfant, s'il est né dans des conditions normales, entre guillemets, hein, avec un poids normal, il est prévu qu'il perde du poids. Le premier lait n'est pas fait pour le nourrir, il est fait pour lui donner des défenses. Et c'est après, par le lait de transition, qu'on va apporter des calories. Et donc ça, très Ouais. important de le savoir quand vous allez avoir un enfant. La perte de poids, elle est normale, elle est physiologique, elle est prévue par la nature. Toujours l'avoir en tête parce que c'est un stress pas possible. Je l'ai vécu, on est nombreuses à l'avoir vécu. Et c'est bien de le savoir. On perd du poids et c'est normal. Complètement et le colostrum, on le produit en très petite quantité et c'est normal aussi. Oui, et aussi on peut dire l'importance de la tétée d'accueil, même si après on ne veut pas allaiter, c'est que du coup ça peut apporter une défense immunitaire au nouveau-né de faire une première tétée avec ce colostrum. Donc ça revient un peu, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent faire varier la composition du lait? Oui, alors, dans le fond, dans les grandes lignes, le lait de toutes les mères va répondre aux mêmes caractéristiques.
dans les grandes lignes. Mais si on regarde en détail, en effet, sa composition, elle peut beaucoup varier et on a plein de facteurs qui peuvent la faire varier, tant au niveau de la composition nutritionnelle que de la composition de ce microbiote au lait. Donc, on a des paramètres tels que l'âge de la mère. Une maman adolescente produira pas un lait dont la composition est identique à une mère qui est plus âgée. On a le terme et le poids de naissance qui va aussi beaucoup varier sur la composition du lait. L'IMC de la mère, ça reste un paramètre qui fait varier la composition du lait. Le sexe du bébé, voilà, c'est pas exactement la même chose quand on a un garçon et puis quand on a une fille. C'est pas non plus pareil si c'est un premier enfant, un deuxième, un troisième ou plus. Il y a bien évidemment l'alimentation de la maman pour certains nutriments et aussi pour le microbiote, mais on va revenir dessus. Et puis aussi, spécifiquement par rapport au microbiote du lait, donc là, on peut parler de la voie de naissance. Ça va influencer sur le microbiote qui est contenu dans le lait maternel. L'Adelphi, s'il y a des frères, des sœurs, et ben, le microbiote du lait varie. Je trouve ça assez fou. S'il y a une prise d'antibiotiques, bien évidemment, l'alimentation de la mère aussi. Et puis également, si l'allaitement est mené au sein ou au tire-allaitement, le microbiote ne sera pas non plus le même. Et est-ce qu'il varie vraiment d'une femme à une autre, par exemple en fonction de son origine, de son phototype, de sa couleur de peau, de cheveux voilà. On avait parlé des Ouais. nourrices du siècle dernier dans le premier épisode, où on disait que dans le Pas-de-Calais ou en Bretagne, on avait des meilleures nourrices. Est-ce que ça peut être vrai qu'un lait varierait en fonction de la région ou pas? Oui, alors, c'est ça. En fait, il varie, oui et non, en fonction des femmes. Dans l'ensemble, du lait maternel, ça reste du lait maternel et c'est complètement différent du lait de vache, de chèvre, de jument, de je ne sais quoi. Mais effectivement, chaque femme a son propre lait, en fonction de ses caractéristiques génétiques, en fonction de ce qu'elle mange, et cetera. Après, très honnêtement, j'ai pas détaillé le rapport au phénotype ou autre, mais oui, c'est des infos en effet qui sont là. Beaucoup aussi en fonction de la région dans laquelle on vit dans le monde et des habitudes alimentaires qui peuvent être ou non liées à ces régions. Mais au global, la composition en protéines, lipides, ça varie ou... Non, globalement, dans l'ensemble, c'est vraiment très stable. D'accord. Globalement, la teneur énergétique globale est très stable. La teneur en protéines, super stable. En lactose, pareil. En lipides, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en moyenne, un lait maternel, il est à 3,8 grammes de lipides au 100 millilitres. En revanche, si on regarde pour les lipides, la composition des lipides, donc c'est-à-dire le type d'acide gras, va beaucoup varier en fonction de l'alimentation de la maman. Et puis, en ce qui concerne les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, certains vont être affectés par l'alimentation de la maman, d'autres pas. Par exemple, les vitamines A, B1, B2, B12 ou encore l'iode, le sélénium, ça dépend directement de l'alimentation de la maman, alors que le calcium, le fer, le zinc, peu importe dans le fond que la maman soit carencée ou pas, le lait, il aura toujours à peu près la même teneur pour ces substances. Et du coup, enfin, par exemple, entre une femme qui aurait un IMC élevé et une femme complètement dénutrie, elles vont quand même apporter la même qualité nutritionnelle à leur enfant en l'allaitant. C'est ça, exactement. On aura de toute façon un lait qui sera qualitatif pour l'enfant. Ça, il y a mais jamais aucune question à se poser. C'est-à-dire que notre lait est forcément adapté à notre enfant, est forcément qualitatif pour notre enfant, est forcément nutritif. C'est des choses qu'on peut entendre que des fois, un lait n'est pas suffisamment nutritif. Ben non, c'est faux. Un lait, il est forcément suffisamment nutritif. Hem Faut veiller à ce qu'il y ait pas de trop grande déficience nutritionnelle pour la mère parce que ça va affecter le lait. Mais les cas sont extrêmement rares. Par exemple, on peut avoir des cas de femmes végétariennes végétaliennes, pardon, qui se supplémentent pas du tout en B12. Et ben oui, là, on a noté des cas effectivement où le lait maternel n'apportait vraiment pas suffisamment de B12 et ça a créé une déficience en B12 chez le nourrisson. C'est des cas qui sont très rares encore à l'heure actuelle et heureusement. Mais qu'une femme ait, si on regarde l'IMC, un IMC de type, obésité ou un IMC de type, sous-nutrition, son lait sera toujours qualitatif quoi qu'il en soit. Après bien sûr, il y aura des différences, il y aura aussi des différences au niveau, hormonal.
la leptine, la gréline notamment, etc. Mais là, on rentre vraiment dans les détails. Et du coup, ça rejoint la question suivante, qui est une question moi qu'on peut beaucoup me poser en pharmacie. Est-ce que quand on allaite, pour la maman, il y a un intérêt à se supplémenter, parce qu'on vient nous chercher des compléments alimentaires. Et pareil, est-ce qu'il y a un intérêt pour le bébé, du coup, parce qu'on dit des fois que le lait maternel après 6 mois, il n'est pas assez riche en fer. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que la mère prenne du fer? On peut aussi penser à la vitamine D qu'on donne au bébé dès la naissance, la vitamine K qu'on donne chez les bébés allaités. Donc, quels sont Ouais. les intérêts? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas forcément faire? Alors, Tue déjà, il mon faut s'assurer. commerce, s'il te plaît, vas-y à fond. Écoute. Quand même. Déjà, il faut avant tout regarder ce qu'il y a dans l'assiette. Malgré tout, bon, ça, c'est pas forcément bon pour ton commerce, Hélène, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'on va commencer par l'assiette avec avant tout cette approche food first. Parce que c'est pas pour rien si la nature nous a créé des aliments qui contiennent plein de trucs dedans et qu'on se nourrit pas uniquement de poudre, de micronutriments que la NASA nous file, quoi. Il y a quand même un vrai intérêt à assurer une bonne variété alimentaire, à pas se mettre au régime sec quand on est enceinte, quand on allaite, pardon. D'ailleurs, pas non plus quand on est enceinte. Même si, dans le fond, ce qu'on a observé, c'est que même si les mamans avaient un apport énergétique faible, ça influençait pas particulièrement le volume de lait produit et ça influençait quasiment pas la composition. Mais voilà, donc déjà s'assurer que l'alimentation dans l'ensemble, elle est correctement adaptée, correctement optimisée. Et puis ensuite, ça se fait un peu au cas par cas. En ce qui concerne la supplémentation, c'est certain que ce qu'il faut se dire, c'est que pendant l'allaitement, globalement, on a des besoins nutritionnels qui sont encore supérieurs à ce qu'on avait pendant la grossesse, sachant qu'il faut quand même prendre en compte le fait que l'organisme s'adapte. On a des adaptations métaboliques de l'organisme qui font que pendant la période d'allaitement, par exemple, on va absorber, par exemple, si on regarde le calcium, on va absorber 50% de calcium en plus que ce qu'on absorbe habituellement pour justement en partie compenser les besoins qui augmentent. Donc, on a notre assiette, on a notre corps qui s'adapte en partie, et puis, oui, il y a quand même des substances auxquelles il faut faire attention. En ce qui concerne le fer, donc comme on le disait, en l'occurrence, c'est un micronutriment pour lequel on pourra faire ce qu'on veut. Le lait maternel sera toujours pauvre en fer. Et c'est super bien, il y a une raison à ça. Donc le lait maternel est pauvre en fer, mais il est adapté au bébé, tout du moins il est adapté pendant les 6 premiers mois de vie, il n'y a aucun souci. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que déjà pendant le 3e trimestre de grossesse, le bébé il s'est constitué des réserves en fer. Pendant l'accouchement, si on a laissé un tout petit peu le cordon battre, une fois que le bébé est né, on a une perfusion qui se fait, un transfert qui se fait du placenta au bébé, qui là aussi charge un peu en fer. Et puis, parce que le lait maternel va apporter dans les mois qui suivent, c'est bon, ça va suffire à maintenir ce dont le bébé a besoin pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, c'est pas sur le lait qu'il faudra jouer, mais sur la diversification. Puis ça, c'est autre chose. En tout cas, en tant que maman allaitante, on pourra se supplémenter en fer autant qu'on veut, ce qui n'est pas recommandé en l'absence d'un dosage. Ça ne changera rien sur la teneur en fer du lait. Et puis on disait qu'il y avait une bonne raison à ça. En l'occurrence, ce qu'il faut voir, c'est que de nombreux micro-organismes pathogènes adorent le fer pour se développer. Et donc, on suppose que si le lait maternel est pauvre en fer, c'est pour éviter que notre enfant ne chope trop de maladies, etc. Bref. Donc ça, c'était pour le fer. La vitamine D, bon, globalement, c'est certain que la mère allaitante peut se supplémenter en vitamine D. On y a un peu tous droit. Pour la vitamine D, on pourrait supplémenter de façon très forte la maman allaitante. Donc très forte, c'est entre 4200 et 6400 unités internationales par jour pour que son lait soit particulièrement riche en vitamine D et qu'on se passe ainsi de supplémentation du bébé. Bon, il faut quand même y aller pour se supplémenter autant. Ensuite, les autres nutriments auxquels la maman allaitante doit faire attention, c'est l'iode. L'iode, on peut facilement manquer. Alors, peut-être pas chez vous, là, qui habitez au bord de la mer et qui pouvez vous régaler de De fruits de palourdes, mer. de tout ce que vous voulez à profusion.
Mais l'iode, on sait, d'autant plus avec les modes d'alimentation qui évoluent, où on va vers des alimentations qui contiennent moins de produits laitiers, moins de produits de la mer, moins d'œufs qui sont des sources d'iode. Quand ces sources diminuent, on a plus tendance à manquer d'iode. Donc là, il faut vraiment y faire attention. Pourquoi pas envisager une supplémentation à voir avec son pro de santé. La B12, ça c'est clair pour les mamans végétaliennes et la plupart des végétariennes. Et puis éventuellement, pas forcément tout de suite la supplémentation, mais d'abord dans l'assiette, ce qu'on peut regarder, c'est aussi les oméga 3, parce que la teneur en oméga 3 de notre lait dépend directement de notre propre consommation d'oméga 3. Donc les mamans allaitantes et les autres ont vraiment un intérêt à surveiller leur consommation d'oméga 3, et sinon, si ce n'est pas possible, dans ce cas, pourquoi pas également dans ce cas-là se supplémenter. Et qu'en est-il de la vitamine K? Ouais, vitamine K. Donc ça, allaiter ou pas allaiter, on a de toute façon les recommandations de supplémenter dès la naissance tous les bébés dans le but de prévenir ce qu'on appelle la maladie hémorragique du nouveau-né. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine K, elle est indispensable à la bonne coagulation sanguine. Et normalement, chez un individu un peu plus âgé, un enfant, un adulte, la vitamine K, elle est notamment produite par des synergies entre le foie, le microbiote intestinal. Mais le foie d'un nourrisson et puis le microbiote intestinal d'un nourrisson, ils sont totalement immatures et ils ne permettent pas de produire suffisamment de vitamine K. Et le lait maternel contient très peu de vitamine K, donc ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on recommande de façon systématique cette supplémentation en vitamine K qu'on fait en 2 à 3 doses à la naissance et puis dans les semaines qui vont suivre. D'accord. Tu en as un peu parlé, mais quelle serait l'alimentation type, par exemple, dans une journée pour une maman qui allaite? Oui, alors déjà, essayer de manger à sa faim. Ça paraît très bête de dire ça, mais faire assez confiance à sa faim. Souvent, les mamans allaitantes vont percevoir une augmentation de la faim qui traduit tout simplement la légère augmentation des besoins pour couvrir les besoins qui sont liés à la production de lait. Donc déjà, se faire confiance, tourner autour de 4, voire même éventuellement 5 repas par jour, donc ce qui inclut des collations si les mamans le souhaitent. Bien penser donc à manger varié, toujours avec une base de légumes, de fruits, des végétaux, des protéines qu'on essaye de se mettre vraiment à chaque repas, y compris au petit-déj. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger salé au petit-déjeuner. Ça veut juste dire qu'on va avoir envie d'avoir suffisamment de protéines qu'on va retrouver, certes, dans la viande, le poisson, les œufs, mais aussi dans les graines, les oléagineux, les légumineuses, le tofu, etc. Des matières grasses de façon régulière, des féculents. Et voilà, dans l'ensemble, ça reste l'alimentation équilibrée qui est recommandée à tout le monde. Simplement, les quantités seront peut-être un tout petit peu plus importantes, ou peut-être qu'on va se rajouter une collation dans la journée. D'accord. Et du coup, comme tu viens de parler de ce qu'on peut manger, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas manger? Est-ce qu'il y a des contre-indications alimentaires à l'allaitement maternel? Alimentaire, non. Alcoolique, oui, on va quand même éviter les boissons alcoolisées durant l'allaitement, bien que ce ne soit pas une interdiction absolue. Hein. On peut un peu tremper les lèvres, voire un tout petit peu plus. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous n'en faisons absolument pas la promotion ici. Mais voilà, c'est pas un drame. Et sinon, non, je dirais toutes les règles sanitaires en matière d'alimentation qui sont communément recommandées pendant la grossesse, tout ça, ça tombe. Donc, on peut manger du fromage au lait cru, on peut manger de la viande crue, du poisson cru, pas de problème. Oui, donc en ce qui concerne l'alcool, on reviendra sur un sujet spécifique, alcool et allaitement, mais c'est vrai que l'idéal, c'est ne pas en consommer. Après, un petit verre en toute petite quantité, une fois de temps en temps, c'est toujours possible. Voilà. Ouais, parce que quand on est dans des teams comme nous, Voilà. allaitement long, il y a quand même un sacrifice qu'il faut entendre. Quand tu as fait 9 mois de grossesse, là on est d'accord, c'est niette. Voilà. Après, quand tu pars sur des allaitements de plusieurs mois, pas plusieurs années pour nous, un petit verre avec, bien évidemment, respecter certaines délais pour faire téter ton bébé. Et, bref, on en reparlera. Voilà. Parce qu'on est du Pas-de-Calais, les gars. On a parlé donc de tout ça. Il y a une question qu'on se posait, c'était par rapport au soja.
Parce que c'est un truc Ouais. qui revient régulièrement. On parle de plantes alors qui sont œstrogènes-like. On sait que les œstrogènes, ça a un intérêt, enfin, ça a un rôle dans l'allaitement, dans la production du lait. Donc, est-ce qu'une consommation élevée de soja, ça peut avoir une incidence sur la lactation ou bullshit? Bon, déjà, il faut voir ce qu'on entend par Oui, élevé, consommation élevée. Je pense que dans tous les cas, on va sortir du cadre d'une alimentation équilibrée. Même si on est chez une végétarienne ou une végétalienne qui aurait une consommation même quotidienne de soja, si on entre dans ce qu'on appelle une consommation élevée, on sort dans tous les cas de l'équilibre alimentaire. Donc, je pense que on- pour la grande majorité des mamans, on n'est dans tous les cas pas dans une consommation élevée et il faut vraiment rassurer, je pense, les mamans sur le soja et les parents sur le soja, même vis-à-vis des enfants, et cetera. C'est globalement plus ou moins un non-sujet. Donc, les phytoœstrogènes, c'est quoi? Les phytoœstrogènes, c'est des isoflavones, c'est des lignanes, par exemple, donc des petites molécules, qui sont des molécules, antioxydantes qu'on va trouver effectivement dans des substances, végétales, comme le soja, mais aussi les graines de lin, les graines de sésame. Enfin, voilà, on n'en retrouve pas que dans le soja, des phytoœstrogènes et qui ont la forme une forme à peu près identique aux œstrogènes hormones. Et donc, c'est-à-dire que comme ils ont une forme à peu près identique, ils ont la capacité à se fixer sur nos récepteurs aux oestrogènes. Ils ont la capacité à se fixer dessus, mais ils n'ont quasiment pas la capacité à les activer. On estime qu'ils ont une capacité à peu près 1000 fois inférieure à activer les récepteurs aux oestrogènes versus les oestrogènes, pour le coup. Donc ça, c'est déjà ce que font, ce qu'on appelle les phytoœstrogènes dans notre organisme. Et ensuite, si on regarde un petit peu ce que nous disent les données scientifiques, euh, on estime que le lait maternel, donc ça c'est pour des données qui sont issues de Hong Kong, donc en Asie, donc a priori une région du monde où la population consomme assez régulièrement des aliments à base de soja. Le lait maternel, il a une consommation qui est ultra, ultra faible d'isoflavones, bien inférieure aux limites de sécurité. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment la totalité des isoflavones qu'on va retrouver dans le lait maternel est inactive. Et c'est ensuite chaque individu, au cas par cas, en fonction notamment de son microbiote intestinal, qui va activer les isoflavones. Donc c'est pour ça qu'on a un peu de difficulté à avoir des données. C'est très variable d'un individu à un autre. Mais en tout cas, de ce qu'on observe depuis des décennies, il n'y a juste pas de problème à consommer des aliments à base de soja quand on est enceinte. et allaitante. Et enfant. Et mais Ouais, et enfin, décidément, vraiment, je l'illustre parce qu'en fait, on parle de soja depuis j'ai tout du à l'heure, mal. mais enfin, moi, je mange beaucoup de tofu, c'est pour ça que je posais les questions, en fait. Oui, Et oui. parce qu'on m'a dit, oui, ton Bah, bébé, tu voilà. lui Et donnes du donc, tofu, est-ce que c'est safe? Bon, visiblement, oui. bah oui. Après, j'en mange pas non Oui, plus oui, un oui, kilo par jour, mais sinon, on serait plus. c'est safe. Yes. Et puis, toujours pareil, si on veut encore comparer, les préparations pour nourrissons à base de soja, on estime qu'elles contiennent entre 10 et 1000 fois plus d'isoflavones que ce qu'on va trouver dans le lait maternel. Et que, bah, à ce jour, on n'a constaté Hmm. aucun souci chez les bébés qui sont nourris avec des préparations pour nourrissons à base de soja. Donc, si chez eux, il n'y a pas de souci, bah, c'est qu'a A priori, priori, il n'y a pas de chez souci. les bébés allaités, pardon, dont les mamans consomment du soja, bah, il n'y a pas non plus de souci, quoi. D'accord, merci. On va parler de lait. Ce lait, donc on a dit qu'il pouvait évoluer. Il arrive en fait qu'on constate des changements de couleur, d'odeur. Est-ce qu'on sait en fait si ce lait, comment on sait d'ailleurs s'il est toujours qualitatif et de bonne composition malgré un changement? Ah bon, il l'est toujours. Voilà, globalement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Effectivement, il peut changer de couleur, c'est très marrant. C'est souvent quand on tire son lait qu'on s'en rend compte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, une fois, j'ai tiré mon lait, il était bleu. Enfin, c'était T'avais très, très mangé du drôle. schtroumpf. Et j'avais mangé de la glace au schtroumpf, absolument. Non, même pas. En fait, alors, la couleur du lait, on peut en avoir plusieurs, soit qui dépend de l'alimentation, alors pour le coup, pas du schtroumpf, mais de l'alimentation de la maman, soit de sa teneur un peu plus en eau versus un peu plus en crème, on va dire, ou des fois autre chose.
Mais l'alimentation de la maman, ça peut faire varier sur les teintes oranges, ça peut faire varier sur les teintes vertes. Par exemple, c'est possible, épinards, tout ça, ça varie sur les teintes vertes. Beaucoup de, potirons, potimarrons, carottes, ça peut faire varier sur les teintes oranges, donc c'est totalement possible. Ensuite, plutôt bleu, plutôt en revanche très crémeux, blanc, jaune, bah, là, ça va vraiment être lié justement, est-ce que ce lait qu'on a tiré, il est plus aqueux? Auquel cas, il sera plus bleu. C'est une question de réfraction, on va pas rentrer dans les notions de physique et d'optique, maintenant. Ou est-ce qu'il sera, bah, plus blanc, jaune, ou c'est un lait qui sera plus crémeux? Et des fois, il peut avoir des petites teintes roses, ce qui peut arriver quand, par exemple, on a une petite coupure au niveau du mamelon ou autre et puis une petite goutte de sang qui part dedans et ça teinte comme ça. Donc généralement, ça, c'est pas un souci. Et puis, qu'est-ce qu'on disait? L'odeur. Mmh. Oui, l'odeur. Vous pensez aux odeurs de savon, de rance, c'est ça? Ouais, bah, enfin, après aussi ce mythe ou réalité de lait lipasé qu'on entend parfois, Mmh. un lait qui sent pas bon, Ouais. est-ce qu'il reste bon pour mon bébé? Donc enfin, lait lipasé, tu peux peut-être expliquer ce que c'est d'ailleurs? C'est ça. Ouais, 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 tout à fait. Donc, le lait contient des enzymes digestives qui sont super importantes parce qu'en soi, un nourrisson, c'est assez immature du côté digestif. Il produit pas encore notamment beaucoup de lipases, qui sont des enzymes pour digérer les lipides, les acides gras du lait. Donc, c'est bien, hein, c'est all-in-one, le lait maternel. Il nous inclut les lipides, il nous inclut aussi les enzymes pour les digérer. Merci la nature, c'est bien fait. Et effectivement, ce qui peut se passer, c'est que ces lipases, soit sont particulièrement nombreuses, soit sont particulièrement actives. Et quand on tire le lait, avec le contact à l'air, eh ben, elles se mettent déjà à venir dégrader les lipides du lait. Et c'est ce qui donne un peu cette odeur. Alors, on peut parler d'odeur de rance, on peut parler d'odeur de savon. Voilà, moi j'avais un lait qui lipasait totalement, c'était un enfer, à sentir et à goûter aussi d'ailleurs. Mais en soi, le lait, il est bon, c'est pas du lait qui a tourné, c'est pas du lait qui présente un risque microbiologique, pas du tout. C'est juste un lait, bah, qui est déjà en train de se prédigérer, et voilà. Et donc, il y a des bébés qui l'acceptent sans aucun souci. Il y a d'autres bébés absolument pas et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est faire chauffer très brièvement le lait avant, par exemple, de le congeler ou de le stocker au frigo afin, bah, de stopper l'activation, enzymatique, de stopper l'action, des lipases. D'accord. Et du coup, bah là, on en a un petit peu parlé, mais est-il autant qualitatif une fois tiré, mis au frais, congelé, décongelé, que du lait bu directement au sein par le bébé? Alors, si on rentre dans les détails, non, dès qu'il a été, exprimé, exposé à l'air, qu'il a attendu un peu, et ben, on a des substances qui se dégradent, on a la vitamine C qui se dégrade un peu, on a les facteurs immunologiques qui se détruisent un petit peu. Mais dans le fond, encore une fois, il faut pas garder cette information en tête, il faut se dire que de toute façon, ce sera toujours parfait. Moi, j'aime bien toujours comparer, ça avec le lait qu'on donne aux prématurés. Le lait pour les prématurés, même quand c'est pas la maman qui peut donner directement, son lait ou même si c'est la maman qui le donne directement, des fois, il va passer par le lactarium. Il va être congelé, il va subir des traitements thermiques, pour assurer que d'un point de vue microbiologique, il y a pas de problème et c'est toujours un lait qui est merveilleux pour les prématurés. Vous voyez? Donc franchement, bah, oui, c'est pas exactement la même chose que quand il est tout frais, qui sort du sein directement, mais il est toujours très bien pour son bébé, il faut pas s'inquiéter pour ça. Et on avait une question sur le lait tiré qu'on met au frigo. Donc, je sais pas si on voit l'image, quand on met du lait tiré au frigo, il y a le gras qui remonte à la surface. Et on nous avait dit que faut pas le mélanger trop fort, sinon on en perdait les bienfaits. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que moi, J'ai jamais j'avoue que entendu ouais, ça. toi non plus. Bah, moi, je secouais mes Non. bouteilles, mais je sais qu'on m'a déjà dit non, faut le remuer tout doucement pour que les micelles ils se remettent bien dans le bon sens. Bon, t'as pas. Alors, j'ai jamais entendu ça. Par contre, alors c'est pas parce que je l'ai jamais entendu que ça n'existe pas, hein. Mm. Par contre, on a des données sur le matériau du contenant dans lequel on met notre lait maternel. Le plastique a davantage tendance à retenir un petit peu les globules de gras que le verre qui assure, un aspect beaucoup plus lisse. Et donc en soi, si on le met dans du plastique, c'est un lait qui contiendra un tout petit peu moins de matière grasse que si on le stocke dans du verre. Mais
Là encore une fois, je pense vraiment que c'est des détails auxquels il ne faut pas du tout s'attacher, à moins peut-être d'être dans des cas très particuliers, mais justement de prématurité où la moindre goutte de lait est absolument indispensable, etc. Mais pour la très grande majorité des bébés, il ne faut surtout pas s'attacher à ce genre de détails. Très bien. Et alors, la dernière question. Quelle préparation pour nourrissons ressemble le mieux au lait maternel d'après toi? Peut-être une Alors, petite question piège. aucune. Aucun conflit d'intérêt. Voilà. Dans le fond, aucune, mais ça ne veut pas dire que les préparations pour nourrissons sont problématiques pour un nourrisson, justement. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les préparations pour nourrissons sont développées et sont extrêmement réglementées pour répondre et assurer une croissance parfaite du nourrisson. Ok. Ensuite, c'est pas parce que ça assure une croissance parfaite que ça peut être assez proche du lait maternel. Bien évidemment, on essaye de s'en rapprocher le plus possible, mais on l'a vu, le lait de l'espèce humaine, il a des caractéristiques tellement particulières que on aura beau chercher à l'imiter, je pense qu'il va falloir encore pas mal d'années de recherche pour y arriver. Donc, en soi, il va y avoir 1000 fois plus de différence entre du lait maternel et des préparations pour nourrissons qu'entre 2 préparations pour nourrissons. Voilà. Ceci étant dit, donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que réglementation hyper stricte, on peut choisir n'importe laquelle, ça ira très bien pour son bébé, dans un premier temps. Ok. Avant de parler peut-être de celles qui ressembleraient le plus, je pense qu'on peut parler de celles qui déjà ressemblent le moins, parce que ça, c'est aussi un peu plus clair. En l'occurrence, celles qui vraiment sont les plus éloignées, c'est les préparations pour nourrissons végétales. Donc, à base d'hydrolysat de protéines de riz, ou par extension aussi les préparations thérapeutiques à base d'acides aminés qu'on peut avoir dans le cas de polyallergie sévère, etc. Là, vraiment, ça n'a rien à voir dans ce cas-là parce que tout est végétal. Donc, ça veut dire on n'a même pas de lactose, on n'a même pas de cholestérol. Là, pour le coup, il n'y a rien qui ressemble. Mais ça assure très bien la croissance du nourrisson. Okay. Ensuite, si on revient sur les préparations un petit peu plus conventionnelles, ce qu'il faut se dire, alors, on peut avoir plusieurs variations à ce jour. Ce qui est autorisé pour fabriquer des préparations pour nourrissons, si on regarde du côté animal, c'est à base de lait de vache, à base de lait de chèvre. Donc, on peut avoir ces 2 laits animaux de base. Une préparation qui se rapprocherait, qui s'inspirerait un peu plus du lait maternel, c'est quoi? C'est une préparation pour nourrissons qui a un taux de protéines le plus bas possible. C'est toujours du côté des protéines, une préparation pour nourrissons où on a plus de lactosérum versus caséine sur le modèle du lait maternel. C'est une préparation pour nourrissons où on n'a que du lactose. Oui, j'adore le lactose et j'assume. Et donc, dans l'idéal, on essaye d'éviter celles qui contiennent, par exemple, de la maltodextrine. Là non plus, il n'y a pas mort d'homme si ça en contient, mais celles qui ne contiennent que du lactose se rapprochent davantage du modèle du lait maternel. Si en plus de ça, on a par exemple des oligosaccharides, du lait humain, si on a ce qu'on peut entendre comme prébiotiques GOS-FOS, ça peut se rapprocher aussi un peu plus. Et puis du côté des lipides, on peut aller voir s'il y a des lipides laitiers, de la matière grasse laitière, de la crème de lait. Du DHA, donc un type d'oméga 3, ça en contiendra forcément parce que ça a la réglementation. Et puis, s'assurer aussi qu'il y a de l'acide arachidonique. Ça, c'est pas forcément obligatoire, mais je crois qu'en France, tous les laits en contiennent. Voilà, si on a tout ça, c'est ce qui, par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, se rapproche le plus du modèle du lait maternel. Et je pense qu'il est important de noter que chaque bébé est différent et qu'il peut être nécessaire d'essayer plusieurs formules pour trouver celle qui lui convient le mieux. Et après, si on a un doute, toujours en parler à son médecin, son pédiatre ou sa sage-femme, quoi. Surtout pas à son pharmacien, qui n'y connaît rien du tout. Son pharmacien, oui. Après, je rajoute ça rapidement, mais Stéphanie, c'est quelque chose que tu proposes, c'est des consultations pour des parents qui veulent vraiment un choix éclairé sur le lait. Du coup, pas hésiter à en parler avec un diététicien spécialisé, parce que c'est un métier à part entière en fait qu'on connaît très peu.
Et pour le coup, qu'il y a une vraie valeur ajoutée sur ce genre d'informations. Parce que voilà, moi encore une fois, vous venez me voir, vous me demandez quel lait prendre, je vais vous dire, en vrai, prenez celui que vous trouvez partout. Hey Et le moins cher. Voilà. Bon, moi je dis Dans ça le fond, partout, le moins cher. Débrouillez-vous. Dans le fond, ça va très bien aussi. Et après, il y a des personnes comme moi qui sont un peu tordues de l'étiquetage nutritionnel et qui adorent aller regarder tous les composants des préparations pour nourrissons. Mais voilà, j'ai une légère déformation professionnelle. J'ai aussi travaillé dans cette industrie-là. Donc, forcément, moi, je trouve ça passionnant. Mais c'est tordu, disons-le. Et juste, Cassandre, pour revenir, alors on peut chercher effectivement le lait qui convient, mais aussi avec prudence parce que des fois, il peut y avoir un petit souci sous-jacent de type, par exemple, allergie aux protéines de lait ou Bien autre. sûr. Et les enfants, les parents vont essayer plein de laits différents, changer tous les 2-3 jours, éviter mais la sans valse des laits. ouais, Plus voilà, que ça, je suis vraiment. totalement d'accord. Ouais. Éviter la valse des laits et puis se laisser au moins 7 jours avec un lait Tout à avant fait. de le changer. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. On peut conclure que le lait maternel est donc une substance vivante et dynamique qui s'adapte aux besoins spécifiques de l'enfant à chaque stade de son développement. On vient de voir avec toi, Stéphanie, que la maman n'avait pas besoin de régime particulier hormis une alimentation équilibrée, une hydratation abondante d'eau, moins d'alcool par exemple, et qu'on pouvait supplémenter le bébé en vitamine D et vitamine K. La maman n'avait pas besoin de supplémentation hormis si elle est végétarienne, voire végétalienne, mais c'est tout. Merci beaucoup Stéphanie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. On rappelle qu'on peut te retrouver sur Instagram, on le mettra dans la description du podcast. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne te connaissent pas, mais c'est pas grave. Feel Good Nutrition. Tu proposes pas mal de petits posts au sujet de l'alimentation, alors pas que de l'allaitement, mais on retrouve aussi des informations sur la femme, enfin tout ce qui tourne autour de la femme, la grossesse, la ménopause, également des problématiques plus spécifiques. Tu proposes également des consultations de par ton métier. Moi, j'ai eu la chance de faire une consultation avec toi pendant ma deuxième grossesse et c'est précieux. Et des masterclass également, je crois, autour de plein de sujets. Alors, très à la mode, la DME, mais aussi la sélectivité alimentaire. Enfin, plein de choses qui peuvent intéresser les parents que nous sommes très stressés par l'alimentation de nos enfants. Et voilà, et je le répète. Alors que c'est simple, c'est tellement simple. Oui, bien sûr, quand on sait lire les étiquettes. Ce qui n'est pas mon cas, mais voilà. Encore une fois, le métier de diététicien est précieux et c'est important de le rappeler. Le diététicien, la diététicienne est un vrai professionnel de santé et c'est important de s'entourer de ce genre de personnes. Je le dis rapidement, mais tu as écrit un livre, tu n'aimes pas trop en parler parce que tu es modeste, mais il est sorti en septembre. C'est le guide complet de l'alimentation de votre bébé de 0 à 2 ans. Et en vrai, il est vachement bien parce que je l'ai lu. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçue, c'était un plaisir. Bon, je pense qu'on aurait pu faire 3 heures, facile. C'était chouette. Et bien maintenant, vous savez de quoi le lait maternel est composé, de comment se passe un allaitement sur le plan physiologique. Nous allons voir au prochain épisode un sujet plus pratique, comment préparer son allaitement. Faut-il juste tes seins et ton bébé ? Oui et non. Nous te donnerons plein de conseils pour préparer sereinement ton allaitement, pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.